Bonjour Stanislas, merci beaucoup d'être avec nous. On a entendu il y a quelques instants le président Trump qui ne convoque pas, mais ça peut y ressembler, le président ukrainien à venir signer les accords économiques sur les terres rares dans quelques jours seulement à la Maison-Blanche. Quel écho ça donne autour de vous, politique bien évidemment, mais surtout celles et ceux que vous rencontrez, de savoir que leur pays risque de disparaître en coupe réglée entre Russes et Américains? Alors ici, les Ukrainiens se réjouissent, en tout cas que les choses avancent, notamment avec les Américains. Ils ont été très frappés par le coup de massue de l'arrivée de Donald Trump et des menaces qu'il a pu proférer à l'encontre de l'Ukraine ces dernières semaines. Mais effectivement, les déclarations à propos du sous-sol ukrainien, notamment celles du président Poutine, font scandale ici. J'ai pu discuter avec quelques députés de la majorité de l'opposition. Tous dénoncent un accord qu'il pourrait avoir entre les États-Unis et la Russie pour pouvoir exploiter le sous-sol ukrainien. Il serait scandaleux que les États-Unis participent au vol des matières premières dans les régions occupées par la Russie, disent-ils en substance. On sait que Vladimir Poutine entend faire de ces régions occupées une vitrine de la Russie. La ville de martyre de Mariupol a ainsi été largement reconstruite. Le pouvoir russe encourage autant qu'il se peut les investisseurs russes et étrangers à investir dans cette région. Voilà un petit peu l'état d'esprit des gens ici, entre soulagement de voir les choses avancer avec les Américains et désespérance de voir la Russie espérer piller le sous-sol des régions occupées. Merci beaucoup Stanislas Peuillet pour cette analyse entre le marteau et l'enclume. Stanislas, vous faisiez référence à cette déclaration hier du président russe, on va l'écouter. Nous sommes prêts à attirer des partenaires étrangers dans les soi-disant nouveaux territoires, nos territoires historiques, qui sont revenus à la Fédération de Russie. Il y a aussi certaines réserves de terres rares. Nous sommes prêts à y travailler avec nos partenaires, y compris américains. Que dire, Magali? Tout est dit. C'est-à-dire que, alors certains ont cru comprendre que la Russie allait céder des territoires russes vraiment russes. Non, il s'agit de ces 5 régions conquises par Moscou et inscrites au patrimoine inébranlable, selon Vladimir Poutine, de la Sainte-Russie. Je pense que Vladimir Poutine a parfaitement compris la façon dont fonctionnait Donald Trump et donc il répond directement à ses attentes. Trump est obsédé par le business, par un accord avantageux financièrement. Et là, il comprend très bien et il lui tend cette perche en disant faisons un cessez-le-feu et puis après, vous pourrez venir exploiter dans les régions occupées, donc dans les régions russes, évidemment, dans la tête de Vladimir Poutine. Nous pourrons faire une coopération. Donc c'est vraiment parler le langage de Donald Trump pour évidemment le convaincre de prendre le parti pris de la Russie. Et on voit que pour le moment, c'est plutôt en train de fonctionner. Donald Trump, hier, vraiment a parlé à de très nombreuses reprises de cet accord financier. Pour lui, c'est vraiment le cœur de l'affaire, c'est-à-dire le cessez-le-feu plus comment est-ce que les États-Unis peuvent se rembourser en effet de l'argent qui a été investi. Ce qui est inquiétant pour l'Ukraine, évidemment, c'est que manifestement les négociations elles avancent assez vite sur ce deal financier. C'est d'ailleurs ce que relève la presse ukrainienne ce matin en disant oui, ils sont pratiquement, ça y est, on est presque sur le point de signer le site Axios. Qui avait refusé de faire Volodymyr Zelensky et ses services au sommet de Munich il y a à peu près 15 jours. Aujourd'hui, ça va être entériné. C'est-à-dire que Donald Trump a envoyé son secrétaire au Trésor mettre le projet sur le bureau Zelensky. À ce moment-là, Zelensky a dit non. Mais manifestement, le projet est en train d'être revu, renégocié, sans qu'il y ait un engagement, évidemment, américain à intervenir militairement, mais en essayant de mettre en place, manifestement, c'est ce que dit le projet d'accord qu'ont eu certains entre les mains, un espèce de fonds d'investissement pour l'Ukraine, de reconstruction, mais aussi, évidemment, d'exploitation du sous-sol. Vous écouterez le président russe dans quelques instants, parce qu'il parle de ces entreprises, de ces multinationales américaines et russes. Je voudrais qu'on écoute le porte-parole de Vladimir Poutine. Il s'est exprimé quelques instants avant le début de cette émission. Les Américains ont besoin de métaux rares et nous en avons beaucoup.
Nous avons nos propres plans de développement des ressources stratégiques, mais les perspectives de coopération sont assez larges. Le président Vladimir Poutine en a parlé hier lors de la réunion, précisément sur l'extraction et le traitement des métaux rares et rétroterrestres. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce processus, c'est que toutes les barrières, Thomas, tombent. Il y a encore quelques jours sur ce plateau, on se disait oui, mais que peuvent dealer les Russes puisque les Américains vont vouloir ce qu'il y a dans ces territoires conquis, mais Moscou considère que ces territoires ne sont pas un objet de négociation et de deal d'après-guerre. C'est russe, alors du coup, on va pouvoir s'entendre entre amis. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le président Trump a adopté une position d'entrée dans les négociations qui cède sur tous les désirs de Poutine, à commencer par renoncer à l'idée de l'intégrité territoriale. Et donc à partir de là, toutes les erreurs de conception dans la négociation sont possibles. Magali disait à l'instant, peut-être qu'ils parlent la même langue, peut-être qu'ils ont plus en commun que la même langue, peut-être qu'ils ont les mêmes objectifs. Au fond, se partager l'Ukraine telle qu'elle. Le général Chauvency disait tout à l'heure que les Américains ont l'habitude de faire la guerre en se remboursant sur leurs alliés ou sur la bête. Les ennemis qu'ils abattent. Mettons des chiffres derrière ce dont on parle. Les ressources du sol et du sous-sol ukrainiens, on les estime à 11,5 trillions de dollars de revenus par an. Okay. En face de ça, l'aide américaine, c'est un peu moins de 200 milliards de dollars sur 3 ans. Vous voyez bien que si Trump prend la moitié des ressources telles qu'il l'a réclamé, il se rembourse pas. Il fait une culbute de 300%. Donc on n'est pas dans un remboursement, ce qui déjà est discutable au point de vue du droit, mais ça je sais qu'il y a des débats sur la stabilité du droit international avec le général Chauvency. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu de s'il veut vraiment la paix, comment introduire le meilleur facteur d'instabilité possible que l'effondrement de l'économie ukrainienne, le ressentiment des Ukrainiens, et au fond, c'est peut-être ce que Poutine veut en lui donnant cette possibilité. Mettre définitivement un coin entre les Ukrainiens et les Américains, et laisser au milieu de tout ça les Européens, pantois, incapables de réagir. Et donc, dans la position de devoir gérer sans avoir produit les faits, la frustration, et même pire que ça, le désespoir des Ukrainiens. Impossible. Autre déclaration de Vladimir Poutine, qui a tout compris, visiblement. Vous dites, il sait comment prendre Trump, mais c'est un bon deal entre les deux. Surtout en plus quand vous ne payez pas et quand les richesses et les terres ne vous appartiennent pas, ce qui est le cas des Russes. On l'écoute. D'ailleurs, nous serions prêts à offrir à nos partenaires américains, quand je dis partenaires, je ne veux pas dire uniquement les structures administratives et gouvernementales, mais aussi les entreprises, s'ils manifestaient de l'intérêt pour un travail conjoint. Bien entendu, nos ressources de ce type sont d'un ordre de grandeur supérieur à celle de l'Ukraine. La Russie est incontestablement l'un des leaders en termes de réserve de ces métaux rares et terres rares. C'est assez extraordinaire quand même d'entendre Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a tout compris effectivement à Donald Trump, mais le problème c'est que nous n'avons peut-être pas pris le temps de suffisamment comprendre Donald Trump pour se retrouver démunis, se retrouver à poil sur ce genre de déclaration et ce genre de deal qui se fait effectivement dans notre dos. Ça fait des mois, y compris sur les barrières douanières. On en oublie presque qu'il y avait Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui était notamment présent à la conférence et à Washington également pour essayer de discuter sur la question des tarifs douaniers. Je pense qu'on a perdu énormément de temps. C'est d'ailleurs ce que je défends dans le livre en disant pendant 4 ans non, c'est pas possible que Donald Trump revienne. Et là, finalement, on assiste en tant que de manière passive à l'histoire qui est en train de s'inscrire et qui est en train de s'écrire, c'est-à-dire une sorte de gros bloc pour lequel finalement peut-être que Donald Trump serait le nouveau maître. On a rigolé il y a quelques mois en disant et si finalement Donald Trump devenait le nouveau chef des BRICS+. On voit une forme d'harmonisation globale d'ère géopolitique entre les États-Unis, la Russie et d'autres pays alliés. Et demain, peut-être que Donald Trump l'a dit clairement, ça peut aller même très loin dans des réunions très, je dirais, au sommet. Donald Trump serait même prêt sur la Chine, s'il arrive à faire un accord avec la Chine, il lâchera Taïwan. Donc on comprend, on le sait, le mécanisme et la mécanique et la manière dont fonctionne Donald Trump. On veut juste essayer, effectivement, ce qui est normal, de défendre nos valeurs et de défendre l'Ukraine qui se retrouve le dindon de la farce de cette histoire-là. Mais bilan des opérations, on voit très bien que ça marche pas forcément bien et qu'aujourd'hui, c'est pas juste une histoire de se partager le gâteau, c'est une histoire de souveraineté et d'America First et de toute évidence de Russia
Russia First aussi. Ce qui est extraordinaire dans ce que dit Vladimir Poutine, c'est que, voilà, on discute, il y a des entreprises, si les Américains sont intéressés. Il parle même de l'administration, c'est-à-dire que l'administration de ces territoires, une partie pourrait tomber sous contrôle américain. C'est pas grave tant que le business rentre. Vous savez, les négociations, elles reprennent là aujourd'hui à Riyad entre l'équipe des négociateurs russes et américains. Et c'est vraiment ce qui est sur la table. C'est-à-dire, c'est même le retour des entreprises américaines en Russie, la levée des sanctions pour refaire du commerce. Il y a, dans la première rencontre qu'il y a eu à Riyad, où il y avait notamment Marco Rubio, Witkoff, tous les négociateurs américains, les Russes ont clairement fait miroiter aussi les ressources de l'Arctique. Enfin, tout est sur la table aujourd'hui. Et c'est vrai que pour sortir de l'isolement, eh bien, on a un Vladimir Poutine qui même est capable d'ouvrir la porte aux investisseurs américains. On est dans un changement de paradigme, mais absolument total. Et en fait, comme Donald Trump ne comprend que cette langue du business, eh bien, Vladimir Poutine lui fait miroiter énormément de nouveaux contrats, et pas seulement sur les terres rares ukrainiennes. Hein. On comprend que c'est surtout aussi le sous-sol russe. Tout le monde est le bienvenu, en fait. Si vous voulez refaire du business, mais welcome. Sur le dos des Ukrainiens. Je ne vous entends pas, général. Je n'ai pas la parole. Alors je vous la donne. Moi, j'attends qu'on me la donne. Hein, moi. Et vous pouvez la prendre, on est là pour débattre. J'aime pas ça, j'aime pas. Ah oui. Non, chacun son tour. Ça fait 3 ans que je le pousse, ça fait 3 ans que je n'y arrive pas. Non, je résiste, moi. Bon, allez. J'irai même encore plus loin. Actuellement, il y a un projet de loi en Russie qui a pour but de rendre difficile l'entrée des entreprises européennes. Voilà, c'est-à-dire qu'on privilégie les Américains et on va remettre les Européens dans leur coin. C'est ce qui est en cours actuellement. C'est un débat qui a lieu aujourd'hui, enfin un débat en Russie, pour effectivement limiter la venue future des États européens par leurs entreprises. Maintenant, pour revenir à tout ce qui est, je dirais, terres rares, je voudrais quand même rappeler qu'on n'a pas plus de 3-4% de terres rares des réserves mondiales en Ukraine, qu'il y en a plus de 7% en Russie, et que finalement les autres minerais, parce que ça, on a une confusion depuis 3 semaines entre terres rares et minerais. On a du mal à s'y retrouver en fait. Et quand j'entends les chiffres effectivement qui ont été dits à plusieurs reprises de ces masses énormes de ressources minérales en Ukraine, je me demande d'où viennent vraiment ces chiffres et s'ils sont vraiment vérifiés. Aujourd'hui, on nous met en avant des sommes phénoménales. Et je ne suis pas certain que ce soit la réalité du sous-sol. Mais après, général, oui. Je crois que Magali le disait, Sébastien aussi, il y a pas que c'était rare, on se focalise sur ce mot. Il y a de l'industrie, bien évidemment, il y a des territoires. Oui, l'Ukraine, c'est quand même le grenier à grains de l'Europe. C'est un concurrent direct de Moscou. On sait qu'à un moment donné, avec le réchauffement climatique, ça paraît très bête, mais aux États-Unis, il va falloir trouver d'autres territoires pour cultiver, pour nourrir et pour exporter. Donc, c'est un pillage qui s'organise, en fait. Le premier exportateur mondial, c'est la Russie, et l'Ukraine n'est que 5e à date d'aujourd'hui en termes de céréales. Il ne faut même pas l'oublier. Mais rappelons-nous les terres du Donbass qui sont très riches. Il me semble bien qu'il y a un fonds d'investissement qui s'appelait BlackRock, me semble-t-il, qui a parfaitement investi dans cette région-là depuis bien longtemps, bien avant la guerre. Donc les intérêts économiques sont déjà sous-jacents. Et même parfois, on peut dire, est-ce qu'une partie de la guerre ou de l'opposition des uns ou des autres n'a pas été conditionnée par finalement les intérêts économiques futurs ? Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le président Volodymyr Zelensky, fragilisé, qui sera convoqué à Washington pour signer ces fameux documents, est-ce que ça le fragilise ? Parce que Stanislas Poirier, notre correspondant, le disait, il y a une opposition en Ukraine. Et puis, aujourd'hui, on se dit, Zelensky est en train de brader le pays aux Russes et aux Américains. Ça pourrait se retourner contre lui ? Tout ce qui, en fait, lui qui est appelé dictateur. Zelensky, il occupe une place très paradoxale dans le système de négociation parce qu'il est à la fois l'objet des négociations, un auteur des négociations, et en même temps la seule source d'espoir qui reste aux Ukrainiens pour maximiser ce qu'ils auront à la sortie de ces négos. En l'occurrence, comment dirais-je, il est passé sur les propos complètement hallucinants de Trump, le qualifiant de dictateur, alors qu'on sait très bien qui est le dictateur dans l'affaire. Et il a été jusqu'à proposer sa démission en échange de ce qu'il y aurait de plus précieux en termes de garantie de sécurité aux yeux des Ukrainiens, c'est-à-dire l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est parce qu'il sait que le président Trump, parce que c'est aussi dans les intérêts de ses négociations avec Poutine, veut imposer un changement de régime à Kiev. Ça lui permettrait de maximiser les bénéfices de ses négociations économiques, s'il n'a pas de résistance en face de lui.
Et donc pour ce faire, s'il peut installer l'idée que au fond Zelensky n'aurait pas la confiance des Ukrainiens, c'est tant mieux. Et donc plutôt que de subir cette tentation de changement de régime, autant se monnayer lui-même pour obtenir ce qui lui aurait de plus précieux aux Ukrainiens. Et je pense que c'est exactement le sens tactique qu'il a prouvé tout au long de ce conflit, pour pouvoir ressolliciter régulièrement la confiance des Ukrainiens en disant « Regardez, moi je suis prêt à remettre tout en cause, y compris ma propre rôle dans cette histoire, pour préserver l'avenir des Ukrainiens. » Juste un tout petit mot sur cette notion de partenariat. Restons lucides, rappelons-nous ce que toutes ces 3 années nous ont appris dans les relations avec la Russie. Je veux dire, la Russie ne se décollera jamais de l'économie chinoise. Xi Jinping, pendant cette... C'est peut-être l'erreur de Trump, d'ailleurs. Xi Jinping, pendant ce tour de piste, déclare « Je rappelle qu'il y a une amitié et un partenariat sans limite entre la Russie et la Chine. Si Xi le dit, il faut peut-être l'écouter. Et la Chine qui n'a pas voté, cela dit, la résolution. Et Xi Jinping qui rajoute une chose, et depuis quelques jours, il faudra les Européens dans ces négociations. Ça peut paraître curieux, mis à part que dans le trouble, on va rajouter une 4e personne. Ça sera peut-être l'erreur, d'ailleurs, de Donald Trump de trop avoir confiance en Vladimir Poutine. Est-ce que, pardonnez-moi l'expression, il peut lui faire à l'envers? C'est-à-dire qu'il va tout obtenir et à un moment donné, ça va coincer. Je ne sais pas s'il a confiance en Vladimir Poutine. Je crois que dans son art of deal, dans son grand art, et on verra si effectivement c'est brillant ou pas à l'issue de toutes les situations dans lesquelles il est impliqué, cette idée de la négociation se fait aussi avec des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs. Peu importe en fait. Il n'y a pas une histoire de confiance qui me paraît être établie ad vita aeternam. Je pense quand même que dans le contexte dont on a beaucoup parlé de désoccidentalisation, on a vu quelque part à quel point les États-Unis restaient un pivot totalement incontournable à l'heure actuelle, alors qu'on a aussi beaucoup évoqué cette histoire des BRICS+, qui essayaient de créer un altermonde, d'autres institutions, une monnaie alternative et tutti quanti. On voit à quel point les États-Unis restent pivot. Je pense qu'il y a la possibilité, je peux me tromper, mais on est tous dans la spéculation, pour les États-Unis à un moment de ou faire marche arrière, ou en tout cas de trouver un moyen de faire plier la Russie à un moment ou un autre, par les Nations Unies ou directement. Je fais assez confiance aux États-Unis là-dessus. Donald Trump n'est pas encore tout seul au pouvoir. Il y a des gens qui sont encore globalement basés pour essayer de faire plier Poutine si jamais il lui prenait l'idée, qui n'est pas à exclure, de revenir avec ses éternelles antiennes.